It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau jour de brocante. Regardez où je vous emmène ce matin. Nous sommes au bord de la mer, juste au pied de la promenade des Anglais. Et oui, c'est à Nice que je vous emmène chiner aujourd'hui. La brocante, c'est juste à côté, là, quelques pas. Elle se tient là toutes les semaines. Mais vous avez vu ce temps absolument magnifique, exceptionnel pour la saison. Impossible de résister à l'envie d'être là, au bord de la mer avec vous. On reste là juste quelques secondes, le temps de regarder le sommaire et on se retrouve juste après. Cette semaine, les chineurs de la Côte d'Azur se sont donné rendez-vous à Cannes. Et la femme que tous attendent, c'est elle. Karine Aymar est commissaire-priseur spécialisée dans le luxe vintage et elle ouvre aujourd'hui ses portes pour une journée d'expertise gratuite. Au programme, des pièces exceptionnelles de maroquinerie. De ce sac légendaire à cette impressionnante malle de voyage. Ah oui, c'est génial. Et les petits tiroirs. Avec un gainage de cuir, les tiroirs, ils sont très beaux. Hein. Jour de brocante vous emmène à Cavaillon, à la rencontre de Lino, un passionné de vélo. Collectionneur depuis 40 ans, il a accumulé des centaines d'objets qui retracent l'histoire de la bicyclette. Chez lui, il y en a pour tous les goûts. Pour les petits, pour les binômes et même pour les plus souples. Allez, vous voyez, il faut pousser, mettre le pied sur la deuxième. Et hop, et on saute sur la selle. Hop. Nous restons dans le sud-est pour assister au plus grand déballage de la région, celui de Béziers. Impossible pour le brocanteur Édouard d'Arsonval de passer à côté de ce rendez-vous incontournable. Alors, pour apprendre à négocier comme un pro, suivez le guide. Là, on voit bien qu'il y en a un débréché. Donc c'est là où il faut commencer à gratter pour essayer d'avoir à 60-70 € la série. Là, on fait un très bon achat. C'est dans le dédale des rues marseillaises que Caroline a ouvert sa maison d'hôte, la Casa Ortega. En hommage à l'ancien propriétaire, un célèbre musicien andalou, Caroline y a créé une atmosphère espagnole. Escalier rouge, affiches de corrida, vieux albums et pour les hôtes de passage, castagnettes. Tu serres le truc à bloc et ça ouvre un peu. Ah, voilà. Allez. Mais pour l'heure, retour à Nice, où Églantine nous attend pour remonter le temps sur la promenade des Anglais. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. J'ai fait la connaissance de Jean-Pierre. Ça va Jean-Pierre? Très bien. Jean-Pierre collectionne les cartes postales de Nice depuis combien de temps? 20 ans. Moi je voudrais savoir si la promenade des Anglais a vraiment changé depuis un siècle. Alors montrez-moi ça, c'est une carte postale de la promenade des Anglais. Ça, voilà. On reconnaît très bien, effectivement. Ah ben là, ça n'a pas changé du tout. Ici, on a une carte postale avec les baigneurs et on repère bien ce bâtiment. Ce bâtiment qui est un toujours hôtel, là. qui est toujours un hôtel d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir les gens avec leurs costumes de bain, leurs maillots de bain Ça, d'époque. c'est Ça, on ne le retrouve plus par contre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, alors ça c'est un monument qui a disparu. C'est le Palais de la Jetée, c'était un casino. Qui était où, juste là? Juste à côté, à 200 mètres. C'était magnifique. Magnifique. Ah, ça a été un très beau bâtiment qui a fonctionné en tant que casino pendant une quarantaine d'années, une trentaine d'années. Et il a été détruit pendant la guerre, les Allemands ayant récupéré toute la ferraille qu'il y avait dessus. Ah, il a été démonté par les Allemands pour la ferraille? Pour la ferraille, pour récupérer. Ah, il y a des dizaines de tonnes de ferraille. Hein. Bah oui, ça se voit. Quel dommage. Ah oui, c'était très beau. Mais il y a des projets là en ce moment, on entend parler de projets pour reconstruire au même endroit, peut-être pas à l'identique. Et pour faire un autre casino? Ah, des casinos, il y en a déjà beaucoup, bah oui, alors... Et là, alors je vois que vous avez une carte postale sur laquelle c'est écrit Hôtel Roule. Et l'Hôtel Roule, tel que je le vois là, c'est pas ça du tout.
Ah ben non, malheureusement, ce bâtiment a été détruit il y a une trentaine d'années pour faire ce bâtiment, cette laideur. Ah, pas du tout. Un fast-food en dessous, un casino en verre, c'est presque anachronique sur ce magnifique promenade. Ça, c'était très joli. C'était l'un des plus beaux bâtiments, un des plus bels hôtels avec le Negresco. Le fameux hôtel Negresco qui, pour le coup, n'a pas changé non plus. Ah ben non, lui il est dans l'état, presque dans l'état, oui. on peut dire. C'est un bâtiment, d'ailleurs c'est un des plus bels hôtels de la côte, avec le canton de Cannes. Ce sont les deux joyaux des grands palaces de la Côte d'Azur. Et alors, il y a quelque chose de particulier que j'avais remarqué, c'est que les bâtiments, ils sont dos à la mer, en fait. L'entrée principale, elle est de l'autre côté. Ah ben ça, là, vous avez l'opéra, l'entrée est dans la rue Saint-François-de-Paul. Et là, vous n'avez que l'arrière sur la promenade, parce qu'à l'époque, on ne venait pas sur la promenade. On ne venait pas se baigner au début du siècle, quand les Anglais ont commencé à venir en villégiature ici. C'est pour ça que ça s'appelle la promenade des Anglais. Exactement. Mais la mer les intéressait pas tant que ça. C'est venu plus tard. C'était le climat essentiellement. Vous êtes niçois de naissance? Et oui, je suis à Nice. Toujours vécu à Nice? Ah oui, et puis c'est une ville tellement merveilleuse, je ne suis pas prêt d'aller ailleurs. Eh bien Jean-Pierre, merci beaucoup pour cette balade dans le Nice ancien. Franchement, c'était très intéressant. Bonne journée. Vous me suivez? Je vous emmène sur la brocante du cours Saleya qui réunit 200 brocanteurs tous les lundis. Ça, c'est beau. Vous le savez, chaque semaine, dans Jour de Brocante, nous vous proposons de suivre une journée d'expertise dans une salle des ventes. Parce que des commissaires-priseurs vous y reçoivent et vous aident à déterminer la valeur de vos objets. Et parfois, il y a de très bonnes surprises à la clé. Regardez. Sous le microclimat cannois, à quelques minutes du boulevard de la Croisette, de la mer, des palmiers et des starlettes. La salle des ventes de Karine Aymar, commissaire-priseur, accueille les particuliers pour une journée d'expertise gratuite. Bougez pas. Un rendez-vous très prisé dans la région. Bonjour maître. Comment allez-vous? Vous allez bien? Bien. Une fois n'est pas coutume, cette dame a été devancée par l'objet qu'elle souhaite faire expertiser, acheté il y a des années. Oh, ma malle est arrivée. Elle a été livrée hier, donc du coup on va pouvoir en parler, mettre une estimation ensemble. Une livraison bien pratique, compte tenu du poids de la malle. Alors cette malle a été achetée par mon mari en salle des ventes à Paris, parce que j'avais eu un coup de cœur. Voilà, mais maintenant, je déménage, c'est plus possible. Vous pouvez plus la garder? Et non. Madame le commissaire-priseur, spécialiste du chic vintage, se réjouit de l'examiner et d'en apprécier chaque détail. Donc c'est une malle en bois, avec des bordures en cuir, avec du laiton. Regardez la hanse qui est surpiquée là. Vous avez la signature Vuitton qui est là. Souvent elle casse les hanses. Là on a beaucoup de chance, elle est en bon état. C'est vraiment magnifique. C'est très solide. Avec tous les rivets Louis Vuitton, voilà, c'est solide. Ces malles n'ont aucun secret pour Karine Aymar. Alors ça, il s'agit de la numérotation de la malle. Il faut savoir que dans les archives de la maison Vuitton, vous pouvez les retrouver et notamment, vous pouvez souvent retrouver même qui l'a commandé, quel était le propriétaire à l'origine. Si l'extérieur séduit notre commissaire-priseur, elle est encore plus enthousiasmée par l'intérieur. Voilà. Ah oui, c'est génial. Et les petits tiroirs. Avec un gainage de cuir, les tiroirs, ils sont très beaux. Hein. Très, Elle beau. est en parfait état. Ah oui, elle est en parfait état. Vous avez une étiquette, c'est l'époque où il y a un magasin à Paris aux Champs-Élysées, un à Nice et un à Londres, ce qui permet de savoir que la malle date d'à peu près le premier quart du XXe. Au moment où les longs voyages et les croisières commençaient à se populariser. Les gens, ils mettaient leurs vêtements, leurs chaussures, ils arrivaient dans le paquebot, ils n'avaient rien à défaire, tout était prêt, ils ouvraient, ça c'est formidable. On voit que c'est une malle qui a voyagé parce qu'elle est patinée. Il y a quand même un petit peu des coudes. Elle a toute une histoire à nous raconter. Malheureusement, Absolument. elle ne parle pas. On n'en voit pas énormément. Hein. Tant mieux, ce sera une pièce de collection. Exactement. Elle est vraiment très bien conservée. Vous avez fait du bon travail. Et ben voilà. Alors, quelle sera l'expertise pour cette malle de grande qualité? On peut imaginer une estimation entre
7 et 9 000. Entre 7 et 9 000 euros Entre à 7 peu et, on près. peut mettre 8, 10 000 si vous Très voulez. bien. Voilà, Très ça vous bien. convient? Et oui, très très bien. Allez-y, on va la fermer, la Merci protéger. beaucoup. Cette particulière n'est pas venue seulement avec sa malle Vuitton, elle a une deuxième pièce d'exception à faire expertiser. Alors, je vous ai apporté le sac en cropeau de ma mère. D'accord, c'est un petit Kelly. Un petit Kelly. D'accord. Je vous confie, c'est avec beaucoup d'émotion. Je comprends. Ma mère a disparu il y a quelques années déjà. Et maintenant, franchement, je préfère le vendre. Chaque fois que je le vois, je pense à ma mère et voilà. Des petits sacs chargés d'histoire, et pas seulement pour cette dame, car le Kelly d'Hermès est une icône de la mode depuis les années 60, lorsque la princesse de Monaco, Grace Kelly, le portait à son bras. La petite histoire raconte qu'en fait, elle avait ce sac-là devant son ventre, histoire de cacher sa grossesse qui n'était pas encore officielle. Et de là, les maisons Hermès ont été assaillies par des clientes qui ont dit, en rentrant dans la maison Hermès, on veut un Kelly, on veut un Kelly, on veut un Kelly. Voilà. Du coup, en 77, ils ont renommé ce sac le sac Kelly. Pour estimer le sac précisément, Karine Aymar l'inspecte sous toutes les coutures. C'est un sac qui a 50 ans. Vous voyez vraiment que c'est un sac qui a vécu. Et pourtant, c'est un sac qui a une qualité de peau qui est extraordinaire, qui ne s'affaisse pas. Il a des soufflets qui sont en très très bon état. La clé est là, le petit cadenas. Vous avez la clochette. Voilà, tout y est. La clé correspond Absolument. au cadenas. Au numéro du Et gainé cadenas, aussi. bien sûr. Le gainage comme ça, c'est pas sur tous les modèles qu'il est fait. C'est Non, non, vraiment non. une belle qualité. Non, non. Il faut savoir que la signature de la maison Hermès Paris est ici, sur les plaques qui sont en général en plaqué or. Chaque sac Kelly est signé de la main de l'artisan qui l'a confectionné. Elle est là. Là, vous avez une lettre, mais elle est presque effacée. Mais c'est normal vu l'année du sac. Des objets considérés comme des œuvres d'art par les mordus de mode. Là, on est sur une dimension, c'est à 28 cm. C'est le petit modèle. C'est très recherché aujourd'hui. Beaucoup de nouvelles générations adorent ça. C'est vraiment un objet culte. Donc on peut imaginer voilà, une estimation entre 6 et 8 000 et espérer qu'il monte un peu. Voilà, Et espérer qu'il monte un peu. Voilà. Au revoir. Maître, Merci à très beaucoup. bientôt et merci. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Après cette double expertise, cette dame va laisser la malle et le sac pour une prochaine vente. J'ai eu un petit pincement au cœur parce que ce sont le sac de maman et la malle qui était quand même un cadeau de mon mari. Je pense que ça fera des heureux. Après avoir longtemps attendu dans la longue file d'attente, c'est au tour de ce couple venu avec un petit objet qu'ils espèrent précieux. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous amenez? Bonjour. On vous apporte un bijou à expertiser D'accord. et à Ok. mettre en vente si possible. D'accord. Venez avec moi, on va faire l'expertise. On y va. Elle est jolie cette broche. Contre toute attente, l'expertise de cette broche ne va pas s'avérer si simple. Je regarde les poinçons. C'est très compliqué sur les bijoux parce que Oui. les poinçons sont souvent... ils sont pas très visibles avec la lumière. Malgré son expérience, Karine Aymar n'arrive pas à lire le poinçon. Seule solution pour elle, tester le bijou aux acides. Un moyen de s'assurer qu'il est en or et surtout de déterminer le nombre de carats. Vous faites une longue barre, comme ça, en frottant le métal. Oui. Et on va le tester avec le 14 et le 18 carats. Voilà. Karine Aymar joue au petit chimiste et badigeonne le dépôt de métal de la broche sur la plaque d'acide nitrique. La première trace teste le bijou au 14 carats, la seconde au 18 carats. C'est du 14 carats. Parce que la couche de métal qui est mise sur la plaque ne bouge pas du tout au 14, c'est-à-dire ne s'efface à aucun moment. Alors qu'au 18, il y a des petits points qui font qu'il s'efface. Ça veut dire que c'est du 14 carats. Donc c'est bien de l'or, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, super. Et maintenant, on va tester les diamants. Voir si tous les diamants qui sont sur cette pièce sont bons. Avec ce stylet, qui va prendre la température de la pierre. Si le curseur passe au vert, c'est qu'il s'agit de diamants. Mais là encore, la tâche s'avère un peu difficile. C'est pas simple, en plus comme la pièce est très en rondeur, c'est difficile de stabiliser le testeur. C'est un piège, ce bijou. D'autant plus que les diamants sont de très petite taille. Pour les tester, il faut être très minutieux. Vous voyez les navettes qui sont là. Si vous les regardez de là, vous croyez que c'est une seule navette. Alors qu'en fait, il y en a 3. Finalement, il faut bien appuyer. Voilà, vous voyez, quand ça devient vert là, ça vous annonce que c'est du diamant. Mais malgré les qualités de cette broche,
L'estimation de notre expert ne s'envole pas. C'est pas des gros diamants, c'est pas des formes très vendeuses. Et le problème, c'est que même si c'était pas une forme vendeuse, mais qu'elle avait des gros diamants, on pourrait imaginer que les gens veulent les dessertir et en fassent autre chose. Oui. Sur une pièce comme ça, je dirais en estimation en salle des ventes, il faudrait la mettre autour de 1 500 € pour une Alors, pierre mise à comme prix, ça. Mise à prix. Voilà, il faudrait mettre une mise à prix à 1 500 €. C'est bien, on va Voilà. faire comme ça. Merci beaucoup, messieurs, dames. C'était très professionnel. Oui. C'était très bien. Je suis contente. C'est l'heure de la dernière expertise de notre commissaire-priseur, dont la journée va finir en apothéose. Alors, qu'est-ce que vous nous amenez de beau? Alors, je viens vous voir parce que j'aimerais avoir une idée. J'aimerais faire estimer une assiette, qui est une assiette Picasso très certainement, qu'une amie m'a confiée. D'accord, pour une expertise. Pour une expertise, voilà. Alors, les assiettes de Picasso comme ça sont ce qu'on appelle des acidulés. Oui. C'est-à-dire des assiettes qui ont été faites par Picasso à Valoris. C'est le visage numéro 179, édition Picasso. Alors, ce n'est pas des pièces originales. Numéro 140 sur 150, ça fait partie de la fin de l'édition concrètement, et c'est signé Madura. Du nom de l'atelier qui a édité toutes les pièces en céramique de Picasso. Jusqu'en 71, il a fait à peu près 4000 céramiques originales. Et sur ces céramiques originales, il y en a à peu près 650 qui ont été faites en édition. Elles sont toutes référencées là, donc c'est assez facile. Celle-là, nous l'avons certainement dans le catalogue. Par contre, la voilà, c'est celle-ci. Il s'agit donc de la numéro 490 du catalogue. Elle a été faite en 63. Picasso, il avait quand même l'art et la manière de dessiner comme un enfant avec un trait de génie complètement, parce que là, vous avez tout sur le visage, il est très expressif, il a des yeux rieurs, et c'est vrai qu'elles ont un pouvoir attractif, décoratif qui est extraordinaire. Mais avant d'être des objets d'art, ces assiettes étaient destinées à un usage quotidien. Il souhaitait qu'on mange à l'intérieur, donc je vous invite tous à manger dedans, c'est très sympathique. Elles sont très belles. Bon, maintenant, après, une fois que vous saurez le prix qu'elle vaut, peut-être que vous n'aurez pas tant envie que ça de manger dedans. Et en effet, on peut imaginer une estimation entre 3 500 et 4 500 €. D'accord. Donc on n'a pas envie 4 000 d'utiliser au quotidien. Pas trop. Très bien. Écoutez, moi je vais en Vous faire lui part dites, à mon ami. voilà, puis je reviens vous lui vers en faites part et vous lui expliquez. J'ai eu la réponse à ma question, à savoir le prix. Qui plus est, j'ai appris des choses sur la vie de Picasso et son œuvre, donc je suis vraiment ravie de cet entretien. tout comme Karine Aymar, qui espère bien que l'assiette sera mise en vente dans sa salle. Si vous passez par Nice, voici une adresse incontournable, la célèbre place Masséna qu'on appelle le joyau de Nice. Construite au milieu du 19e siècle, elle est entourée d'immeubles d'une couleur magnifique qu'on appelle le rouge pompéien. La légende dit que c'est en flânant sous ces arcades que le niçois Henri Betty écrivit les premières notes de la chanson « C'est si bon ». C'est si bon de se dire des mots doux, des petits riens du tout, mais qui en disent long. Je crois qu'il est temps de vous dévoiler l'objet mystère du jour. Regardez. Attention, aujourd'hui, j'ai un petit peu triché. Cet objet mystère ne vient pas de cette brocante. C'est un ami brocanteur qui sait à quel point j'aime ce genre d'objet un peu intrigant qui me l'a offert. J'avoue qu'au début, j'étais sceptique. Je me suis dit, mais vraiment, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, je n'ai jamais vu ça. Vous, ça vous dit quelque chose? Maintenant, je connais la réponse. On va voir ici si les chineurs niçois s'en sortent aussi bien. Bonjour messieurs, regardez cet objet. C'est un brocanteur qui me l'a donné. Je voudrais savoir si vous aviez déjà vu ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Manifestement, c'est un manche. Il est entier? Oui, il est entier, tout à fait. Il est entier? Oui. C'est une poignée de porte. Pas du tout. Ah non, Vous étiez lancé là, sûr de vous. Un bougeoir à main. Pas mal, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Des rouloirs à papier toilette? Non, c'est bien, je vais avoir plein d'idées de Non, mais- détournement d'objets avec vous. Non, je sais pas. Ah, vous avez vu ce qui se passe là. Oui, mais là, tout ça, quelque chose qui te doit faire. Mais quoi Et oui, voilà, ça se visse et se dévisse. Et les pinces se desserrent. Ça sert donc à fixer quelque chose. Et ça se passe bien dans la cuisine ou la salle à manger. Est-ce que ça vous aide? On va voir. Est-ce que vous avez déjà vu cet objet? Non, j'ai pas vu cet objet. Une poignée pour casserole ancienne.
Joli. Mais pas ça du tout. Pas ça du tout. Non, Le raisonnement était bon un jusque-là. manche de gigot, non? Pour tenir un manche de gigot. Alors là, vous êtes de plus en plus proche, vous brûlez, Ouais. mais c'est pas un manche de gigot. Ah, bah alors est-ce que ça serait un manche de gigot, là, pour servir le gigot? Ah, vous n'êtes pas loin. Vous avez déjà vu un manche à gigot? Oui. Il va falloir que je vous en montre un quand même. Ma langue de chat. On vous répond dans un instant. Promis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Décidément, un objet qui paraît aussi simple reste tout de même assez mystérieux. Personne n'a trouvé, malgré mon indice. Je vais revenir tout à l'heure. On va aller voir une brocanteuse qui sait tout sur cet objet. Elle nous expliquera en détail. Nous restons dans le sud de la France et pour notre séquence collectionneur, je vous propose d'aller à Cavaillon. Nous allons y rencontrer Lino, un passionné de cyclisme qui collectionne aussi bien les maillots que les vélos des plus grands coureurs. Et pour ça, il va directement les chercher sur le Tour de France. Rencontre avec un fou du vélo. Nous sommes à Cavaillon, petite ville du Vaucluse, au pied de la colline Saint-Jacques. On la connaît pour ses melons, mais Cavaillon, c'est aussi une ancienne cathédrale romane et un vélodrome qui a vu passer les plus grands cyclistes. Allez, c'est parti les gars. Sur la piste, aujourd'hui, Lino et ses amis rejouent les premières heures du Tour de France. Allez les gars, on y va. Allez. Allez les gars. Lino et le vélo, c'est une histoire qui dure depuis plus de 50 ans. Tout petit déjà, il se rêvait cycliste professionnel. Quand j'étais petit, tous ces grands coureurs d'autrefois, ils venaient sur ce vélodrome. On était toujours là derrière pour essayer de rentrer gratuitement. C'était une fête. C'est ici que c'est parti ma passion et ça m'a plus quitté après. Finalement, Lino est resté amateur, mais il est devenu collectionneur. Et son plus grand plaisir, c'est d'embarquer ses copains qu'il habille en tenue d'époque pour enfourcher ses vieilles montures. Lunettes, maillot de laine et boyaux autour du cou. De nous trouver dans ces tenues, ça nous arrive souvent parce qu'on se remet dans le pot des vieux coureurs. Ah, c'est d'autres sensations que les vélos actuels. C'est plus lourd, mais quand vous arrivez à lancer la machine, vous sentez qu'elle vous accompagne, qu'elle vous emmène plus loin. C'est extraordinaire. Lino, lui, s'est mis dans la peau d'un cycliste de 1903 avec ce vélo à poignée en bois qui date du premier Tour de France. Il y a sa peinture d'origine encore. C'est un Peugeot ça, vous voyez. Il y a encore un lion qu'on voit un peu là. Il n'y avait pas de roue libre. Le coureur était tout le temps obligé de pédaler, même en descente. Pédaler en continu sur des vélos de 13 kg, on comprend mieux pourquoi on appelait les premiers coureurs les forçats de la route. Sur des étapes de 300 km, il faisait quand même 26 de moyenne. C'était déjà vraiment des costauds. Avec les routes pas goudronnées, des trous, il y avait beaucoup de crevaisons. Donc il partait avec 3 ou 4 boyaux autour des épaules. Ce modèle-là, Lino l'a trouvé dans une brocante près d'Avignon, il y a une bonne dizaine d'années. À l'époque, on ne les payait pas cher. Hein. 30-40 €, on avait un vélo. Mais maintenant, c'est plus recherché. Allez, on va. Allez. Ciao. Ciao. Encore quelques coups de pédale et Lino nous fera découvrir, chez lui, les joyaux de sa collection. Une vie entière consacrée à une passion. Forcément, ça prend de la place. Vélo, photo, maillot, casquette. Ici, il y en a partout, du sol au plafond. Là, il y a des années de recherche, des années de brocante. Pour moi, c'est mon petit musée personnel, vous voyez. La passion de Lino est née avec les vélos de course. C'est donc ces modèles qu'il a d'abord recherchés, comme celui-ci, offert par un grand cycliste. Le premier vélo de course avec dérailleur pour changer les vitesses. Ça, c'est un modèle des années 30 à 40. Et ce vélo, il appartenait à Georges Specher. Il a gagné le Tour de France et tout ça avec ce vélo. Il est particulier celui-là, puisqu'il a un petit réservoir avec un graisseur qui pouvait, tout en roulant, graisser sa chaîne, puisque les routes elles étaient pleines de poussière. On remplit d'huile, et après, quand il va le graisser la chaîne, il tourne le petit graisseur et ça coule sur la chaîne. Voilà. Et à l'avant, il y a encore les 2 gourdes en aluminium d'origine. Alors, on peut mettre de l'eau, on peut mettre même autre chose. Bon, à l'époque, on mettait un peu des œufs battus avec du quinquina ou un peu de rhum. Et à 20 km de l'arrivée, ça donnait un petit coup de fouet.
Mais dans la collection de Lino, il n'y en a pas que pour les sportifs. L'amoureux des deux roues ne pouvait pas rester insensible à tous les autres vélos, ceux de la vie de tous les jours, pour les enfants, les hommes ou les femmes. Ce vélo, c'est un vélo de dame de 1900. Il a des jantes en bois d'origine. Les garde-boue, je les ai restaurés, c'est du bois. Le phare, ils avaient un éclairage à bougie. Elle se consume, mais le reste toujours au milieu. Sur ce vélo, on trouvait déjà un cadre spécial adapté aux soutanes des curés et aux robes des femmes. Ça s'appelle un cadre à berceau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barre. Et les dames, pour monter, ils n'avaient pas besoin de relever la jambe. Ils passaient la jambe comme ça. Et c'était plus facile pour monter dessus. Pour les robes, il y avait un filet, donc ça n'allait pas dans les rayons. Et pour ne pas les salir, ils avaient des grands carters pour protéger les robes qui allaient sur la chaîne. L'élégance d'une belle dame avec une belle robe et un chapeau là-dessus, c'est merveilleux. Et pour dénicher ce genre de belles trouvailles, Lino ne manque pas de ressources. Celui-là, je l'ai trouvé, je vous disais, il vient d'une déchetterie, vous voyez. Alors. Logé dans un recoin, voici le modèle le plus imposant de sa collection. Un ancêtre du vélo qui n'a pas encore de chaîne, mais déjà des pédales et des roues. Enfin, surtout une. Alors voilà, un vélo Ciped Granby de 1870. Alors c'est un vélo qui était très cher à l'époque et c'était pas tout le monde qui avait ça, c'était les gens fortunés. Ce vélo a demandé à Lino beaucoup de travail de restauration car il a dû le recomposer au fil de ses trouvailles de brocante. La roue si grosse, c'est pour aller plus vite. Comme on fait un tour de pédale, on fait un tour de roue, plus elle est grande, plus on va vite. La roue arrière le sert juste pour l'équilibre. Et les roues de ces vélos étaient pleines, ce qui rendait la pratique encore plus difficile. Pas de quoi décourager pour autant les cyclistes qui, en 1868, couraient déjà des Paris-Brest sur ces vélos. Mais le plus difficile, c'est pour y monter dessus. C'est parti. Allez, vous voyez, il faut pousser, mettre le pied sur la deuxième, et hop, et on saute sur la selle. Hop. Lino a mis une semaine avant de réussir à conduire un Granby. Mais aujourd'hui, c'est une affaire qui roule. De bon matin quand on partait sur les chemins. À bientôt. À bientôt. Je suis donc sur le cours Saleya et je vous emmène maintenant découvrir ou peut-être redécouvrir un objet qui suscite toujours des réactions très opposées. Furieusement kitsch pour les uns ou au contraire très artistique pour les autres, on en trouve énormément sur les brocantes. Il s'agit des barbotines et nous allons rencontrer Maryse, brocanteuse spécialisée dans ces céramiques. Bonjour Maryse. Bonjour Églantine. Vous allez bien? Ça va bien. Oui. Merci d'être venue. Alors voilà, ces fameuses barbotines, vous en avez des magnifiques. Hein. Pourquoi ce mot barbotine? C'est quand même assez particulier pour une céramique. Alors c'est un mot typiquement français, oui, puisque ça vient d'une matière qui barbote dans de l'eau. Donc c'est de la terre qui barbotait? C'est de la terre que l'on a affinée et ensuite liquéfiée. Donc c'est une technique particulière et une période particulière, la barbotine. Tout à fait. C'est 1860 jusqu'à maintenant. Mais nous, on s'arrête en 1920, juste après la Première Guerre mondiale, parce qu'on considère qu'à partir de 1920, on est dans la reproduction. Et pourquoi est-ce qu'à Nice, il y a spécifiquement comme ça de la barbotine? Parce que c'est quand même un truc très Côte d'Azur. Parce qu'il y a Valoris. Voilà, qui est à 20 km d'ici à peine. C'est tout à côté. Il y avait une famille essentielle, Massier. La fameuse dynastie des Massier, de céramistes. Mais il y avait aussi d'autres céramistes. Tous ont joué leur rôle d'une façon primordiale dans les créations. Les barbotines, c'est quoi? C'est un peu le côté floral. Alors là, on est servi. Tout à fait. Là, on est les assiettes à dessert. On les utilise. Alors, ça fait des tables extrêmement ravissantes. Hein. C'est tout très coloré. Et là, on reconnaît bien. Alors, il y a la signature, c'est le tampon Valoris et c'est la famille Massier. Jérôme Massier-Fils. C'est quoi la pièce la plus exceptionnelle que vous avez? Dans le domaine, l'enfant à la rose est extrêmement rare. Ah, ça extrêmement. Oui. Un petit garçon dans une rose. Les garçons ne naissent pas dans les roses. Jérôme Massier-Fils a fait une exception. Ce petit garçon est né dans une rose. Comme ça, il s'est amusé.
C'est une période très ludique, c'est une période très colorée et c'est une période où on aime s'amuser. Quand vous avez une petite grenouille comme ça, avec la gueule ouverte, c'est pour mettre un petit bouquet de fleurs. D'accord. Devant votre assiette. Ce qui fait que quand vous avez une assiette avec un bouquet de fleurs comme ça, dans la grenouille, vous vous amusez. Ah voilà. Maryse s'amuse avec les barbotines. Vous savez, beaucoup de gens trouvent ça très très kitsch. Oui. Ah mais j'ai eu beaucoup de gens qui détestaient mon stand. Hein. Ah oui, c'est ça. Mais ça, c'est pas grave. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Moi, l'essentiel, c'est que ça m'amuse. Good morning, good morning. We've talked all night through. Good morning to you. Je vois le côté floral, ça c'est le premier Ça, thème. c'est sûr, oui. On a dans les barbotines le thème animalier, là on est servi. Alors ça, c'est un éléphant très particulier, extrêmement rare. Vous avez une couleur sur la Côte d'Azur qui était très prisée, c'était le turquoise. Voilà. Le turquoise, c'est plutôt Le ça, turquoise, c'est ce c'est ton-là. Et alors, pourquoi cet éléphant est-il si particulier? Alors, la particularité de sa couleur, c'est que c'est le bleu pan, où Delphin et Clément Massier ont obtenu une médaille d'or à l'exposition universelle d'Amsterdam en 1881. Pour ce bleu particulier? Pour ce bleu particulier. Qu'ils ont appliqué uniquement sur des barbotines? Uniquement sur des barbotines, parce que c'était des industriels de la barbotine. Le bleu pan, donc c'est un modèle exceptionnel, assez rare. Tout à fait. Il vaut très cher? Ça peut se vendre entre 3 et 500 euros. 3 et 500 euros. C'est vrai que c'est pas donné les barbotines, alors elles sont en très bon état. Pourquoi c'est si cher une barbotine? Ce qui est rare, c'est de retrouver des barbotines. Elles ont plus d'un siècle. Oui. Et donc, elles sont cassables. On a vécu la Première Guerre mondiale, on a vécu la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu des déménagements, des scènes de ménage. Donc, on a eu quand même beaucoup de facteurs. On se jetait les barbotines à la figure quand on se disputait. Vous êtes vraiment passionnée, hein, Marie. J'adore. Mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, maintenant, on sait ce que c'est qu'une barbotine. Et regardez, c'est kitsch, mais c'est un charme fou. C'est pas vous qui me direz le contraire. Hein. Certainement pas. Très bonne brocante. Merci, au revoir. Yesterday my life was filled with rain. I said sunny. You smiled at me and really eased the pain. No, the dark days are gone, the bright days are here, and my sunny one shines so sincere. Sunny, I want you true, baby, I love. Un objet apparemment si banal peut finalement se révéler très mystérieux. Personne n'a pu résoudre l'énigme de l'objet mystère du jour. Mais alors ce matin, en me promenant sur la brocante, j'ai rencontré Jocelyne, qui est brocanteuse. Je vais donc laisser la parole à une professionnelle pour vous expliquer de quoi il s'agit. Ça va, Jocelyne? Oui. Alors, l'objet mystère. Ah. On m'a dit des tas de choses. On a pensé à des portants pour bougies, des poignées de porte. Finalement, il y a quand même quelques personnes qui ont pensé à un manche à gigot. Oui, voyez, voilà, un manche à gigot. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un manche à gigot. Voilà un manche à gigot. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, exactement. On mettait là, ça c'est on met et on serrait et bien. on serrait, voilà. Tandis alors, que ça, cet objet-là, qu'est-ce que c'est? Alors ça, par contre, c'est une pince à jambon. À jambon. Voilà, la différence. C'est toute une nuance. Parce que c'est pas tout à fait pareil, voilà. Vous voyez, pour pouvoir le dévisser, vous rentriez bien comme il faut l'os, une fois que tout avait été enlevé, et vous le refermiez, voilà, et vous le serriez. Et après, c'est ce qui fait que c'était pour découper le jambon. Voilà, et surtout ne pas vous salir les mains. Et c'est très pratique, parce que moi, depuis qu'on me l'a offert, je m'en sers tout le temps. C'est fin 19e, vous voyez. C'est un très, très beau travail, voilà. C'était vraiment, c'était superbe. Et ça, le manche en ivoire, effectivement. C'était vraiment un travail qu'ils faisaient avant. C'était vraiment très, très beau. Alors, moi, on me l'a offert, j'ai de la chance. Mais à votre avis, un objet de ce genre, ça vaut quel prix à peu près? Ça peut aller entre 120 et 150 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Mais c'est de l'ivoire. Parce que c'est de l'ivoire. Merci à mon ami brocanteur. Voilà. Et qu'il faut bien différencier avec le manche à gigot. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Vous de même. Au revoir et merci. Les professionnels ont l'œil, ils connaissent les objets et sont souvent bien plus rapides que nous pour dénicher et surtout négocier au meilleur prix les pièces rares. Eh bien, chaque semaine, Jour de Brocante vous propose d'apprendre à chiner en compagnie d'un professionnel. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans le sud, nous allons à Béziers en compagnie d'Edouard.
Sous le soleil méditerranéen, nous sommes à Béziers, dans l'Hérault. Nous retrouvons Édouard d'Arsonval, brocanteur à Uzès, venu chiner dans l'un des plus gros rendez-vous de brocante de la région. Chaque mois, dans cette grande halle, les marchands venus des 4 coins de l'Europe déballent pêle-mêle des pièces de toutes les origines et de toutes les époques. Aujourd'hui, Édouard va nous apprendre à toujours négocier au meilleur prix, et ce, en toutes circonstances. Il commence la démonstration avec ce meuble, qu'il reconnaît au premier coup d'œil. Alors ça, c'est une encoignure, ça va dans un angle de mur, voilà. Elle est bombée, c'est intéressant, c'est dans le style 18e, parce que là on voit qu'il y a une très belle peinture, mais la peinture, elle a été faite récemment. Ce qui met l'expert sur la voie, c'est ce dessin sur la façade. C'est joli, ça flash comme ça, mais quand on regarde dans le détail, c'est trop naïf pour que ça soit vraiment une 18e. Si ce meuble n'est pas du 18e, alors, de quelle époque est-il? Pour le savoir, Édouard l'inspecte sous toutes les coutures. Les moulures sont pas franches, c'est usé par le temps. Bon, l'intérieur a été repeint. Regardez bien les charnières, regardez, ça ne bouge pas de partout, celle-là elle a l'air stable. Donc ça, je pense plutôt que c'est une encoignure 19e. C'est en assez bon état, c'est très dommage que ça ait été peint. Voilà. C'est peut-être, on pourrait le décaper, redonner un aspect un peu plus ancien, plus authentique à l'objet. Il va s'appuyer sur son expertise pour tenter d'avoir le meuble au meilleur prix. Excusez-moi, c'était pour savoir en fait le prix de l'encoignure. Elle a affiché 2000. Ah. Bon, 2000 €, c'est excessivement cher personnellement pour ce genre de meuble. Parce qu'en fait, c'est une peinture qui est moderne, qui est faite. Le meilleur prix sur ce genre de meuble? Je vais faire 1700. 1700 €, est-ce une bonne affaire? Donc ça peut être intéressant, ce meuble-là, pour un particulier qui va flasher sur l'objet. Maintenant, pour un professionnel, un antiquaire qui achète cet objet-là, 1700 €, on est largement au bout. L'encoignure est beaucoup trop cher par rapport à la façon. Même si le brocanteur n'achète pas le meuble, il a quand même réussi à faire baisser le prix de 300 € en un tour de main. La brocante, c'est souvent l'occasion de trouver de la vaisselle raffinée qui rappelle les dîners élégants d'antan. Mais comment bien faire son choix? Pour le savoir, suivons les conseils de notre expert. Alors là, nous avons une série de 6 verres en cristal, cristallerie de Lorraine. Quand on a un doute sur un verre en cristal, c'est assez aigu et net. Ça, c'est 20e par rapport aux couleurs, très dans le style de Saint-Louis, Baccarat, années 50. Entre 1920 et 1950, dans les grandes cristalleries, la mode était de recouvrir d'une couche de couleurs différentes chaque pièce d'une série de verres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une série de 6, donc c'est assez rare. Forcément, il faut les prendre un par un et bien les vérifier s'ils ne sont pas abîmés. Toujours bien regarder, passer le doigt. Au doigt, on va bien sentir si c'est ébréché. Là, voilà, là on voit bien qu'il y en a un débréché. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas boire dedans. Par contre, on peut acheter la série pour garder des perles. Si vous voulez faire un repas romantique, c'est toujours bien, c'est agréable. Le lot de 6 verres est vendu 150 €. Mais avec les verres, il suffit qu'un seul de la série soit abîmé pour diviser le prix par 2. Donc c'est là où il faut commencer à gratter pour essayer d'avoir à 60-70 € la série. Là, on fait un très bon achat. Il est près de 15 h. C'est déjà la fin de la journée. Tous les marchands commencent à remballer. Mais même à cette heure avancée, on peut encore tomber sur de belles surprises. Donc là, on a une lampe très sympa, années 30 de bureau. Alors le pied était en fonte émaillée, donc ça tient bien sur le bureau. Il y a juste un petit coup de nettoyage à faire. Pour ce genre d'objet-là, c'est de la laine d'acier très fine. Ça revient très bien. Là, un peu d'eau savonneuse et vous avez une très belle lampe. Édouard sent la bonne trouvaille, car il sait que ces lampes dites de banquier sont très à la mode. Ça, c'est des objets qui sont bien recherchés aujourd'hui par le particulier, par le professionnel. Surtout à 45 €, le prix est vraiment très raisonnable. Vous pouvez trouver ça dans un magasin plus dans une centaine d'euros. Mais par principe, Édouard va essayer de réduire encore le prix. 40 c'est bien, 30 ça serait fabuleux. Donc on va essayer, c'est un peu le jeu de la brocante. Pardon, excusez-moi. Le meilleur prix sur cette lampe? Regardez s'il vous plaît. Ici, je peux faire 40 € si vous voulez. 40 €. Bon, c'est beau, mais elle est un peu crade. Bon, il y a un peu à rénover. Je ne sais pas si elle marche, tout ça. C'est quoi vraiment le... Elle est ancienne, monsieur? Moi, je suis preneur à 30. Allez, c'est bon, donne-moi 30 €. Merci. Ok, ça marche.
Dernière astuce. Comme Édouard, venez négocier vos objets en fin de brocante. Le but des marchands étant d'écouler le maximum d'objets, c'est le meilleur moment pour obtenir un prix intéressant. Vous reconnaissez la baie des Anges? Elle s'étend de Nice jusqu'au cap d'Antibes. On raconte que ce sont les pêcheurs qui l'ont si joliment nommée au XIXe siècle, car ils y ramenaient dans leur filet une sorte de petit requin dont les ailerons leur rappelaient les ailes d'un ange. Et si on s'intéressait maintenant au lustre? Autrefois, ces magnifiques suspensions lumineuses étaient réservées à une certaine élite. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup en brocante. Et contrairement à ce qu'on imagine, ça n'est pas si cher et c'est Max qui va nous l'expliquer. Bonjour Max. Bonjour. Avec le soleil de Nice, quand même, on est forcément attiré par votre stand. Hein. Et ça oui. brille, c'est Oui. éclatant même, je devrais dire. D'ailleurs, on met toujours les meilleures pièces devant pour qu'elles soient bien au soleil. Ouais, je vais vous prendre à défaut. Hein. Voilà, Ça, c'est moins joli que là. C'est du verre. c'est du verre. Ça brille moins quand même. Et ça, c'est du cristal. Bah oui, on reconnaît Voilà. tout de suite. De loin, vous faites la différence comment? Ah, ben vous le voyez à l'éclat. Je le déjà. vois à l'éclat, mais il y Et a... puis vous voyez, surtout que là on a un Ah, ben, on a- bon rayon de soleil, vous voyez le reflet bleuté que vous voyez à l'intérieur C'est ça. de la pampille. Et ça, c'est le plomb qu'il y a dans le cristal. qu'il y a dans le cristal. Parce que le cristal, c'est ni plus ni moins que du verre avec du plomb. Alors, c'est vrai qu'en général, on se dit que le lustre, voilà, il faut des grandes pièces, ça coûte très cher, tout le monde ne peut pas s'offrir un lustre. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que ça démarre vraiment à 50 €, 100 Ah, €. montrez-moi un petit lustre à 50 €. Voilà, Il est très une mignon, petite celui-là. chose comme ça qu'on peut mettre dans une entrée ou dans un petit tout à couloir. C'est joli quand même. Puis après, il y a des choses, voilà, des plafonniers quand on a des plafonds très bas Oui. dans les Ah, c'est appartements pas mal, modernes. Voilà, c'est aussi du cristal et ça vaut 150 €. Et dans les pièces qu'on voit ici, Ça, ces modèles-là qu'on appelle des petits montgolfières, hein, parce qu'en fait c'est une montgolfière Ouais. inversée. On est entre 200 et 300 € pour des plus grands, tout ça. Voilà. ils datent de quand, tous les lustres que vous Alors, avez? ceux-là, ce sont des lustres qui ont été très très populaires dans les années 50-60. Hein, c'est du cristal de Bohême. Oui. Le cristal de Bohême, alors c'est pas tout à fait du cristal au sens où on l'entend. Si. Le cristal, il peut être taillé Oui. ou moulé. D'accord. Et vous comprenez que c'est quand même pas le pas même le même travail. travail. Voilà. Tout à fait. Parce que la machine qui va débiter les pièces en cristal comme ça, oui, il a bah, toutes il les va secondes, il y en a une qui tombe dans un panier. Donc le cristal Tandis de Bohême, que c'est beaucoup moins le cher. cristal de Baccarat, Il est chaque taillé. pièce est taillée, chaque facette est taillée à la roue, une par une. C'est pour ça qu'il y a une différence Ça, de c'est prix qui est évidemment. énorme. Et vous en avez des encore plus gros? J'en ai des beaucoup plus grands que j'emmène pas au marché, bien entendu. J'ai une boutique qui est à 2 pas. Ah, mais... Et je vais vous y emmener, si vous voulez. Et Ah, là, mais vous avec verrez plaisir, des moi, grosses je veux. pièces. Vous Ah, verrez mais je des veux voir grosses ça, c'est pièces. toujours impressionnant. Alors quand on dit qu'un lustre, c'est éclatant, c'est sublime. En fait, c'est ça qu'il faut. C'est pas un lustre chez soi, c'est plein de lustres. C'est Mais- absolument magnifique. L'ensemble lustre et miroir, c'est ce qui fait c'est pour tout ça dans que une vous avez mis maison. des miroirs partout. Et C'est oui. comme ça que ça se passait d'ailleurs avant. L'éclairage des maisons, c'était d'une complication sans fin. Et il fallait absolument faire circuler la lumière. Et les cristaux étaient faits pour ça, justement. Ce n'était pas simplement décoratif. Alors si on revient sur la forme des lustres, est-ce qu'il y a des formes différentes suivant les époques? Oui. Alors, par exemple, on a l'art déco, c'est Ah, art c'est un déco. palmier. Voilà. Il est magnifique celui-là, j'adore. Alors ça, c'est un lustre qui est assez rare et qui était à l'époque fabriqué par la maison Baguès, qui était une maison prestigieuse de Paris. On est dans les années 30, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est un très très joli modèle. Oui, c'est très rare, c'est magnifique. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the Alors juste pour le plaisir, vous avez des plafonniers là, Oui, que j'aimerais aller voir. En plus, vous en avez allumé un. voilà. Je trouve ça absolument magnifique. Il faut avoir un château, non? Je peux toucher les cristaux Ah, comme vous ça? pouvez, vous pouvez.
Surtout Petit celle-là. plaisir. Ouais. Écoutez ça. C'est joli. C'est beau, hein. Un plafonnier de ce genre, on est autour de quel prix? Alors là, on est autour de 2000, 2500 euros quand D'accord. même. Oui, En tout cas, on a bien compris qu'il est possible de se faire plaisir, de s'offrir des lustres, mais pour, comme ceux qu'on a vus sur la brocante tout à l'heure, Exactement. à des prix plus raisonnables, à partir de 100, 150 euros. Voilà. Merci beaucoup, Max. C'était Eh un ben, plaisir. Pour moi aussi. Je vous laisse au milieu de toutes ces brillances. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Je vais vous emmener maintenant visiter une charmante maison d'hôtes dans une autre grande ville du Sud. Il s'agit de Marseille. Jour de brocante, il y a déniché pour vous une très belle adresse si vous voulez vous arrêter pour y dormir. Il s'agit de la Casa Ortega. Et c'est Caroline qui nous y reçoit, entourée de tous les objets et meubles qu'elle a chinés pour sa maison d'hôtes. Visite. Nous sommes à Marseille. Et si la cité phocéenne est connue pour son port de pêche, sa bonne mère ou encore ses savons, elle y abrite aussi, dans le dédale de ses rues, une maison dont la façade tout en carrelage sort du lot. Il s'agit de la maison d'hôtes de Caroline, la Casa Ortega, où vivait le joueur de castagnette andalou Juan Ortega dans les années 50. Juan Ortega a habité ici avec une jeune fille qui l'avait séduit. Ils ont habité ici 5-6 ans. J'ai aimé le lieu, j'ai aimé les couleurs, j'ai aimé la maison. J'ai vraiment eu un coup de foudre. Et du coup, je me suis dit que c'était parfait d'en faire profiter mes hôtes et mes amis, puisque c'est une maison ouverte. J'ai gardé cet esprit espagnol et j'en ai fait une chambre d'hôte. Et ça commence avec le grand escalier qui mène aux chambres. La rampe, c'est la colonne vertébrale de la maison. Elle est d'origine, mosaïque rouge, blanche et noire. Donc j'ai essayé d'accorder les couleurs des murs avec cette rampe en gardant ce côté chaud andalou que j'aimais bien. Et du coup, on a mis du rouge, du orange. Les portes sont noires pour rappeler le tour de la rampe. Et on a joué aussi avec la couleur rouge de la lumière qui est dans le sas de l'entrée. Normalement, on a une couleur verte qui dit sortie. Et moi, j'ai trouvé, en chinant au Canada, une lampe rouge. Je l'ai chinée 50 €. Caroline s'est amusée avec toutes les thématiques qui touchent à l'Espagne. Impossible dès lors de passer au travers des corridas et du flamenco. Tous les vinyles ont été chinés au Puce de Marseille. C'était des disques qui n'étaient pas en très bon état, en tout cas les pochettes. C'est du flamenco, c'est de la castagnette, comme ça nous rappelait beaucoup Juan Ortega. J'ai signé Juan Ortega et je les ai encadrés. Ça fait toujours rire les gens et puis les vieux vinyles, c'est quand même sympa. On quitte le rouge andalou du couloir pour une ambiance rétro dans les chambres, grâce au papier peint très 70s. Les chambres sont beaucoup plus graphiques. On ne pouvait pas jouer sur le côté andalou dans toutes les chambres. Je pense que ça aurait été fatigant de retrouver du Juan Ortega dans toutes les chambres. Pour Caroline, la clé d'une ambiance chaleureuse, c'est de trouver les luminaires les plus adaptés pour chacune de ses chambres. Des pièces de choix qu'elle adore chiner. La maison est assez sombre parce qu'elle est tout en hauteur. Les pièces ne sont pas grandes, donc j'avais envie que chaque chambre ait des luminaires différents. Cette lampe années 70, qui était une centaine d'euros à peu près, était parfaite parce qu'elle nous servait de lampe de chevet et elle servait aussi pour la salle de bain, parce qu'on a optimisé l'espace. Les chambres ne sont pas très grandes. Faute de lumière, elle a joué sur les détails colorés. Ici, c'est le orange qui donne le ton. On a mis un petit miroir années 70 orange et puis on a retrouvé la même idée avec la lettre. C'est une lettre industrielle que j'ai chinée au Puce de Marseille, 50 €. Dans la chambre jaune, c'est le rouge qui donne la petite touche de peps. J'avais chiné ce petit porte-manteau avec un porte-chapeau dans le quartier des Antiquaires à Marseille. Il date des années 60, je le trouvais très drôle et je me suis servi de la couleur rouge de cette boule de billard pour la reporter sur ce petit
plateau de formica avec une petite lampe très rigolote que j'ai aussi achetée au puce pour une vingtaine d'euros. Et je trouve que du coup ça apporte une couleur sympathique et de la gaieté à cette chambre. Son autre astuce pour décorer un petit espace, les miroirs. J'ai chiné ces miroirs parce que je les trouvais très doux, sans angle, et je trouvais qu'en fait ils se prêtaient très bien au graphisme de la tapisserie, et comme la chambre est petite, ils apportent de la profondeur à la pièce, et c'était important. Mais la chambre préférée de Caroline, c'est la rouge, la plus grande de la maison, où elle peut entreposer certains de ses meubles fétiches. Ce fauteuil en fait n'a pas été chiné, il appartenait à mon grand-père. Je trouve qu'il va très bien dans cette chambre, il est patiné, il a vécu. Je prends plaisir à penser que les hôtes s'assoient dessus, sont confortables et peuvent lire. Ça me fait du bien et j'ai l'impression que mon grand-père continue à vivre à travers ça et qu'il a un regard bienveillant sur nous. Au rez-de-chaussée, la pièce à vivre a été entièrement dédiée aux années 50. En fait, j'ai meublé le lobby avec des meubles des années 50 pour revenir sur la période phare de Juan Ortega, même période de Picasso, d'Hemingway, dont il était proche. C'était des années extraordinaires, donc je voulais qu'on retrouve en arrivant cette âme. Tabouret, table, luminaire et même un verseur chiné à New York. Je trouvais ça absolument sublime comme objet. Je pense que c'était pour mettre du jus d'orange pendant le petit déjeuner. Je l'ai acheté 80 $ et je l'ai rapporté. Maintenant, il est là en décoration et il a une âme. Il me fait toujours penser à New York. Mais le meuble le plus significatif de l'esprit de la maison, c'est certainement ce bar en formica rouge. Ce bar m'a été offert par un ami qui l'a trouvé sur le Bon Coin et qui me l'a rapporté. C'est une pièce que j'adore. C'est un bar réfrigéré par frigidaire d'époque. Bien sûr, il n'est plus réfrigéré, il me sert maintenant de rangement. Mais je trouve qu'il a une présence extraordinaire et qu'il appelle à la rencontre. J'aime bien l'idée de partage, j'aime bien l'idée de pouvoir discuter en étant proche. Et dès qu'on passe la porte, l'âme festive et chaleureuse agit tout de suite sur les hôtes. Ah, attends, j'enlève ça. Vous allez boire un petit verre avec moi ? Dans cette maison dédiée à l'esprit de Juan Ortega, difficile de résister à l'envie de jouer de ces anciennes castagnettes, chinées quelques €. Comment tu fais Tu serres le truc à bloc et ça bourre un peu. Ah, voilà. Allez, tu vois que tu arrives. De quoi vibrer au son de Juan Ortega. Olé! Et voilà, jour de brocante, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à redécouvrir la vieille ville de Nice ainsi que ses objets de notre patrimoine. Impossible de terminer jour de brocante sans être devant la mer. Le temps a changé, mais ça reste magnifique. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver comme tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL. Je vous souhaite une très bonne Chine et à bientôt.